Alors, je vais commencer par un roman que j'attendais beaucoup. C'est Laurent Godet, chez Actes Sud, Chien 51. Voilà, celui-là, je l'attendais parce que Godet, c'est un auteur, je ne sais pas si vous avez déjà lu, c'est La mort du roi de Songor. Voilà, c'est un écrivain très important que je trouve avec une très belle écriture, ample, littéraire, et en même temps qui se laisse lire, on se laisse emporter par le style. Là, il a encore changé de style. Alors, je vais vous dire un mot, n'ayez pas peur, c'est un roman cyberpunk, c'est-à-dire ou steampunk. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez ces films où vous avez un peu de science-fiction, comme Blade Runner, où un policier recherche dans la ville des réplicants, c'est-à-dire des robots d'allure humaine, qui sont des robots et qui n'ont donc pas d'histoire, pas de passé, mais qui ressemblent et qui ont des sentiments. Ils ressemblent à des humains, ils ont des sentiments. Donc on les pourchasse, etc. Donc dans le film, la ville est sombre, il y a un dôme, il y a de la fumée, il y a des vapeurs d'eau, il pleut tout le temps. C'est assez noir. Et c'est en même temps un roman de la mécanique, c'est-à-dire qu'il y a des objets volants, il y a des tuyaux, il y a tout un tas de choses. Dans ce roman, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que Godet s'est attaqué. Alors il y a une intrigue policière et il y a en même temps un passage dans le futur. Mais ça n'est ni un roman policier, ni un roman de science-fiction. Il est encore au-delà. Il a réussi à allier tous les genres et aller au-delà. Donc ça se passe dans un futur pas très lointain. Il y a beaucoup de pays sur la planète qui ont fait faillite. Donc il parle de la Grèce par exemple. Et les pays, alors là il y a beaucoup de pays qui ont fait faillite. Et ces pays ont été rachetés par une multinationale qui a racheté tout et qui a divisé le monde en 3 zones. Alors zone 1, c'est l'aristocratie, les riches, les oisifs, ceux qui ont tous les moyens du monde. La zone 2, c'est les bourgeois nantis. Et puis la zone 3, c'est la lie de l'humanité. C'est les moins que rien, c'est ceux dont on s'occupe pas du tout. Et le récit commence par un policier. Alors les policiers sont des chiens. D'où Chien 51, c'est notre héros à nous. Chien 51, il est de la zone 3 parce que il a été révolutionnaire, parce qu'il s'est pas plié à l'ordre établi et que donc il a été rejeté dans la dernière zone de cette mégalopole. Et puis ah oui, alors la société s'appelle Goldtex, donc c'est peu importe. Et alors au début on se dit ah non, c'est de la science-fiction et ça. Mais quand on regarde bien, non, on est pas très très loin. Vous regardez la Chine avec les caméras de reconnaissance faciale dans tous les aéroports. Maintenant, on nous dit que la Chine nous espionne. Alors, je n'élaborerai pas la théorie du complot. Je vois pas les espions chinois dans les seringues anti-Covid et tout ça. Mais n'empêche, dans les échanges industriels, d'abord, on est très dépendant de leur production industrielle, et puis ils ont quand même des rapports avec l'Occident qui sont un peu exagérés, enfin un peu outrés. Donc, dans cette société ultra connectée, Chien 51 évolue dans sa zone 3, et puis un jour, un crime est commis dans la zone 3, mais sur un résident de zone 2. C'est-à-dire que on a assassiné un bourgeois dans la fange. Donc, Chien 51 va mener l'enquête avec une inspectrice de zone 2, parce que quand même, la victime vient de zone 2. Et voilà, donc, je peux pas vous en dire trop, parce qu'il y a quand même un suspense, un vrai. Il y a quand même des choses à découvrir, vraiment. Je peux juste vous dire que il a un style extraordinaire. Alors, je peux pas le mettre en polar ou en SF, parce que c'est trop littéraire. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas prise de tête, mais c'est très littéraire, c'est un beau style avec un beau vocabulaire. Non pas que les auteurs de polar n'en sont pas capables.
Mais c'est pas ce que recherche forcément le lecteur de polar. Lui, il veut un truc efficace, une intrigue qui tienne en haleine. Là, il y a ça, et il y a en plus le style. Donc c'est très beau. C'est vraiment, je vous invite à le lire, parce que ça a été un de mes grands... Puis il y a un peu d'Ulysse qui voudrait retourner à Ithaque. Zem, donc Chien 51, voudrait bien retrouver la Grèce qui lui tient à cœur et qu'il a perdu. Donc voilà, un très beau roman, Chien 51, qui est à la médiathèque normalement, alors avec une autre couverture. Alors Kauter Adimi, c'est je crois que c'est son 3e roman. Moi j'avais beaucoup aimé le précédent. Pour donner une idée, c'est un peu comme Leila Slimani. Elles ont chacune à sa personnalité, à son écriture. Je veux pas dire qu'elles se copient ou qu'elles font... Mais l'esprit. Alors, Leila Slimani, c'est le Maroc. Donc si vous avez lu Le pays des autres, que moi j'avais beaucoup aimé, c'est l'histoire d'une Française, une Alsacienne, qui épouse un Marocain et qui va vivre au Maroc. Et donc la difficulté qu'elle a à s'habituer, à se faire une deuxième maison dans ce pays qui n'a pas le climat qu'elle connaît, qui n'a pas la végétation qu'elle connaît, et toutes les difficultés pour leur petite entreprise agricole. Là, ça se passe en Algérie, et c'est presque l'autre versant. C'est-à-dire qu'on suit une famille d'Algériens, et l'homme, le mari, il est envoyé en France, où il travaille dans les usines, comme ça se produisait beaucoup dans les années 50-60, après la guerre. Alors déjà, il a fait la guerre, et après la guerre, donc il est parti travailler en France, parce que ça lui permettait d'assurer un revenu à sa famille. Donc c'est très beau, dans le sens où on suit 3 personnages, donc Leïla, Tarek et Saïd. Alors Saïd, il va devenir le mari de Leïla, et Tarek, à moins que je confonde, oui, Tarek, c'est son mari. Non, Saïd, c'est un écrivain. Et au moment où commence le récit, Saïd est le premier écrivain algérien de langue algérienne. C'est-à-dire que c'est pas un écrivain qui a écrit en français, c'est un Algérien qui a écrit en arabe. Voilà. Donc il est salué alors c'est les années noires de l'Algérie, donc il est salué par tout le monde, il fait l'unanimité parce que enfin une voix algérienne se lève dans sa propre langue. Voilà, ça va pas se passer tout à fait comme ils le disent au début, mais c'est un très beau roman. Très très. Alors ça démarre au début des années 20. Voilà, avant la guerre, et après on arrive pratiquement aux années contemporaines avec les années noires que traverse l'Algérie. Voilà. Donc c'est un très beau roman, un très beau survol de cette période. Alors peut-être le seul bémol que je pourrais mettre, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles elle passe très vite. Alors je comprends que son propos ne soit pas de défendre ou d'accuser les colonisateurs ou les indépendantistes, c'est pas son propos, donc elle va très vite. Mais du coup, quand on s'est un peu intéressé à ces périodes, je trouve que c'est un peu rapide. Mais le reste, après, la densité des personnages, les événements, c'est très bien. Donc je vous dis, je la mets en parallèle avec Leïla Slimani, même si elles n'ont pas tout à fait le même discours ou les mêmes préoccupations. Voilà. Alors, Clara lit Proust. C'est donc arrivé c'est Gallimard. Alors au début, je me dis, oh là là, Stéphane Carlier, c'est un humoriste, je crois, dont j'aime pas forcément l'humour. Enfin, je connais pas son humour, je m'y intéresse pas particulièrement, ça me disait rien de spécial. Et puis quand même, je me dis, Clara lit Proust, c'est quand même, je sais pas, il faut voir ce que c'est. Et j'ai passé un très bon moment. Alors, tout se passe chez Cindy Coiffure. Clara est coiffeuse. Et elle travaille avec Nolwenn, Patrick, sur fond de radio nostalgie. Donc là, vous avez le décor. Donc, dans une petite ville de province. Donc ça pourrait... Il y a un train-train, il y a les habitués, il y a tout ça. Et puis, Clara, quand même, la relation avec son petit ami, c'est pas au beau fixe, enfin bon. Il y a des petites choses comme ça. Un jour, il y a un client qui entre dans le salon,
un nouveau, elle ne le connaissait pas, et il est beau. Alors, elle le coiffe, et puis bon, et puis vraiment elle l'admire, elle le regarde dans la glace et tout ça. Le monsieur paye et s'en va, et elle se rend compte en nettoyant derrière qu'il a oublié un livre dans le bras du fauteuil. Alors elle sort le livre, c'est La recherche du temps perdu, de Marcel Proust, qu'elle connaît pas, mais comme c'est une jeune femme respectueuse, elle le met soigneusement de côté, au cas où le client reviendrait le chercher, en plus elle pourrait le revoir et puis lui rendre son livre. Voilà, donc elle le pose soigneusement de côté. Et puis, le temps passe, le client ne revient pas. Alors elle se dit quand même, c'est quoi ce livre qu'il a laissé? Parce que bon, chez Cindy Coiffure, il y a pas énormément, il y a des magazines, mais il n'y a pas vraiment de livres. Alors elle commence à le feuilleter, puis au début elle se dit, ce pauvre garçon, mais c'est compliqué. Il met bien des phrases pour dire une chose simple. Et puis elle le prend en affection, parce qu'elle se dit, il est maladroit, enfin bon, puis ces phrases qui n'en finissent plus, il faut prendre son élan pour le lire, parce que sinon on s'essouffle. Alors il dit, mais je vais y arriver, je vais recommencer, je vais y arriver. Donc elle essaye, petit à petit, et petit à petit elle prend plaisir à découvrir les phrases de Proust, parce qu'elle a compris comment il fonctionnait, elle a compris à quel rythme il fallait aller, donc elle se plie gentiment, et elle lit Proust. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Stéphane Carlier nous cite les passages que Clara a apprivoisés comme ça petit à petit. Je vous en fiche mon billet. Après, vous avez envie d'aller feuilleter et de dire, et après, il y avait quoi? C'est extraordinaire, c'est magnifique. On relit Proust, alors au début, bien sûr, que des petits extraits, parce qu'elle nous épargne l'intégralité de La recherche du temps perdu dans son roman, mais on est captivé, et c'est une autre façon de lire et de découvrir Proust. Voilà. Et puis, donc au début, elle est gênée, elle y va à tout petits pas, et puis elle se met à sentir les madeleines dans son palais, à avoir l'odeur aussi, à imaginer tante Léonie, voilà, et c'est extraordinaire. Et donc, je vous encourage vivement à le lire, parce que c'est léger, c'est pas du tout... parce que Stéphane Carlier ne nous donne que des petits extraits, donc ça nous met juste en bouche. Mais on n'a pas le temps, on peut pas s'apesantir. Donc c'est léger, c'est frais, et puis c'est attendrissant, parce que cette petite Clara, elle a tout compris, en fait. Moi qui suis jamais arrivée au bout de la recherche, je me dis, j'y suis allée avec des gros sabots. Clara, elle y est allée délicatement avec ses petits ciseaux, avec voilà. Donc c'est un très très bon roman qui voilà. Alors je vous cite juste une phrase du livre: lenteur et vigilance, détente et concentration. Proust, c'est son yoga. Voilà. Donc tout est en finesse et tout est en délicatesse. Alors 3 sœurs. Laura Poggioli, c'est un premier roman aux éditions L'Iconoclaste. Alors l'Iconoclaste est un éditeur qui, comme son nom l'indique, sort un peu des sentiers battus et va chercher des écrivains qui ont autre chose à dire que une histoire à raconter, qui défendent un autre type de littérature. Alors je sais pas si ils donnent quelques exemples là pour que je puisse vous... Mais ils ont déjà eu plusieurs fois des prix. Non, l'éditeur ne marque pas ce qu'il a. Peu importe, vous découvrirez, je l'espère, les éditions de l'Iconoclaste. De toute façon, il y en a un autre, je vous en présenterai 2. Voilà. Donc celui-ci, 3 sœurs, ça part d'un fait divers vrai. C'est-à-dire que en 2018, à Moscou, 3 sœurs ont assassiné leur père. Et on les retrouve à la porte de leur appartement, ensanglantés, en état de choc, et le père égorgé. Voilà. Alors on se dit, c'est terrible. Seulement quand on... Alors donc Laura Poggioli, c'est une Française, une journaliste russophone. Donc elle va mener les investigations, comme beaucoup de journalistes, et puis elle va comprendre un certain nombre de choses. Tout n'est pas aussi noir et aussi blanc qu'il y paraît. C'est-à-dire que le père violait et brutalisait ses filles et il les affamait. Un espèce d'ogre qui était là, posé sur la maison, qui a terrifié sa femme et qui l'a obligée à partir parce qu'elle craignait que le fait qu'elle énerve son mari, il reportait sa colère sur leurs 3 filles. Donc elle s'est dit, si je m'éloigne, il va se calmer. Ce qui n'a pas été le cas, ça a été un mauvais calcul. Voilà.
Donc, Laura Poggioli en profite pour faire un parallèle entre cette enquête qu'elle a menée auprès des 3 sœurs, avec les 3 sœurs, et puis ce qui lui est arrivé elle-même, ça lui a remis en mémoire. Elle vient elle-même d'une famille où il y avait des violences dans la famille. Mais il y a beaucoup de... Comment dire, il y a des phrases terribles. Alors en Russie, par exemple, il y a un proverbe qui dit « S'il te bat, c'est qu'il t'aime ». Nous, en France, on a « Qui aime bien, châtie bien ». C'est pas toujours, voilà, heureux. Donc là, elle va... Alors, bien sûr que quand on a tué son père, quand on a assassiné son père, c'est mal. Et qu'il faut un procès, et qu'il faut voir. On peut pas leur dire vous allez partir comme ça. Surtout pas en Russie. Donc mais il va y avoir un procès qui va défrayer les chroniques russes et étrangères qui s'intéressent à l'affaire. Et puis, parce que quel châtiment on donne à ces 3 jeunes femmes, parce qu'elles sont jeunes, hein, 17, 18 et 19 ans. Quel châtiment on donne à des jeunes femmes qui ont tué, mais en situation d'autodéfense, on dirait, puisque il y a eu des rapports où il y en a une, elle a plusieurs fractures suite à des corrections que son père lui a données. Toutes les 3, elles ont été violées. Toutes les 3, elles ont été affamées. Enfin, ça a été des choses terribles. Voilà, donc Laura Poggioli nous pose tout ça de façon relativement neutre pour que elle veut pas influencer les idées qu'on pouvait avoir. Et puis, donc, elle raconte en parallèle avec son histoire à elle, le phénomène de l'emprise et comment on en sort, comment on est victime de cette emprise, comment on est prisonnier de cette emprise et comment on essaye de s'en sortir. Alors, je vous raconte juste une chose qui m'a semblé quand même absolument, parce que les violences conjugales en Russie sont pas punies. En général, c'est l'homme qui les commet, il n'y a pas de punition. Le 25 janvier 2017, la Fédération de Russie unie a voté une loi dépénalisant la maltraitance conjugale et qui porte le doux surnom de la loi des gifles. Voilà. Donc, c'est un roman qui n'est pas misérabiliste, c'est un roman qui est fort, qui amène à prendre conscience et qui amène à se dire que, bien sûr, il faut balayer devant la porte des autres, mais un peu devant la nôtre aussi, quelquefois. Voilà. Donc, c'est entre récit et fiction. Dans le jargon, on dit c'est un docu-fiction. On a fait un peu l'amalgame des deux. Donc voilà, 3 sœurs de Laura Poggioli. Alors je vais vous parler de l'autre roman de l'iconoclaste, Adrien Bels, qui avait écrit un premier roman, voilà, qui se passait dans le quartier du Panier, 5 dans tes yeux, qui raconte d'ailleurs la médiathèque La Durance l'avait invité à une lecture-concert. C'est-à-dire qu'il est venu, il a lu des extraits de son propre livre, et il y avait un DJ qui mettait de la musique, alors, pas en toile de fond, mais en accompagnement. C'est-à-dire que les deux se répondaient et voilà, c'était très beau. Donc, c'était un beau livre sur le quartier du Panier, parce que Adrien Bels est né dans le quartier du Panier, il a passé toute son enfance, et puis maintenant, alors comme il dit lui-même, je veux pas ressembler à un quarantenaire qui dit c'était mieux avant, mais ça a quand même changé. Le quartier est devenu bourgeois, les gosses jouent plus dans la rue, voilà, c'est différent. Donc là, il a changé de quartier, il est parti à Dakar. Et il va suivre 3 jeunes gens qui passent le bac, c'est le moment des épreuves, et qui ont des rêves d'ailleurs, des rêves d'autre chose. Il y en a un qui veut devenir styliste, il y en a une qui veut se lancer dans des études, et donc on va les accompagner. Et le propos parce que Adrien est marié avec une Sénégalaise, une Dakaroise, donc il connaît très bien le pays, il connaît très bien Dakar, et il connaît bien la jeunesse, enfin une partie de la jeunesse de Dakar, donc il a voulu nous les rendre plus proches et plus accessibles. Voilà, donc c'est un très beau roman, comme celui de 5 dans tes yeux. C'est un moment dans la vie d'un quartier. Voilà, donc ça c'est un moment dans la vie de ces jeunes gens dans un quartier de Dakar. Alors, un roman un peu dense aussi, qui n'était pas sur la liste. Non, il faut le rajouter celui-ci. Oui, il faut le rajouter.
C'est Les enfants endormis. L'auteur s'appelle Anthony Passeron, P-A-2-S-R-O-N. Je l'ai pas mis sur la liste parce que je l'ai lu après, et ça m'a semblé, et c'est aux éditions Globe. Les enfants endormis. Parce que c'est le nom qu'on donne, ça se passe dans une petite ville de province, au nord de Nice. C'est dans l'arrière-pays niçois. Et puis, c'est après les 30 Glorieux. Si vous avez lu celui qui avait eu le Goncourt, Leurs enfants après eux. Nicolas Mathieu. C'est le même esprit. C'est pas la même histoire, mais c'est le même esprit. C'est-à-dire, c'est une catégorie de jeunes gens à une certaine époque, dans un certain milieu social, et quels sont leurs rêves, et quels sont leurs espoirs, et quelles sont leurs déceptions. Donc là, dans l'arrière-pays niçois, après les 30 Glorieuses, il y a un phénomène qui se produit, c'est la drogue. C'est-à-dire que après les labos de Marseille et tout ça, la drogue remonte dans les campagnes et on retrouve des jeunes gens dans des caves ou dans la rue, endormis parce qu'ils sont drogués. Donc d'où le titre, Les enfants endormis. Voilà, c'est pour ça. Donc le narrateur est le neveu d'un de ces jeunes endormis. C'est-à-dire qu'il va nous parler de cette période des années 70, quand la drogue fait son apparition. Alors au début, l'oncle part à Amsterdam, il fume un peu de hashish, enfin bon, c'est pas... Et puis il revient en France, à Nice, chez ses parents, qui ont ouvert une boucherie, qui sont bouchers charcutiers dans le village, et le jeune homme, le hashish ne lui suffit plus, donc il va passer aux drogues plus dures. Et il lui faut de plus en plus d'argent. Et donc, il vole dans la caisse. Enfin bon, il fait du chantage un peu à ses parents. Et le neveu lui assiste à tout ça sans tout comprendre parce que c'est un très jeune garçon. Alors, bien sûr, c'est l'apparition aussi du sida, qui n'existait pas avant. Donc, en parallèle, le récit est très bien fait. Parce que vous avez donc l'évolution dramatique de cette emprise à la drogue et de cette maladie, le sida, qui évolue. Et donc, dans l'autre chapitre, vous avez le début du dépistage, les premières analyses, et puis les premiers essais cliniques pour arriver à enrayer ça. Alors, c'est pas du tout ennuyeux dans la mesure où c'est pas un cours d'immunologie, et c'est pas non plus, il y a un peu de réflexion sociale, et puis moi j'ai trouvé que c'était très bien de revenir sur toutes ces études qui ont été faites, ne serait-ce que pour dépister, savoir ce que c'était que le sida, le découvrir, quelle était cette déficience immunologique, la lutte entre les labos américains. Alors je dois dire que quelquefois ils trichent, et ça c'est mal. Donc la course entre les labos américains et les labos français, parce qu'il y a une équipe en France extraordinaire. Alors il y a des noms qui me disaient quelque chose que j'avais entendu, parce que moi je suis de cette génération qui a vu l'émergence du sida et de la lutte contre le sida, mais il y a des noms qui m'avaient échappé. Pourquoi le Nobel? Alors l'équipe française a fini par avoir le Nobel de médecine, mais ils le donnent à 2, alors que ils le disent eux-mêmes. C'est le travail de plusieurs équipes, de plusieurs hôpitaux, de plusieurs types de recherches, où chacun a donné de son temps, de son énergie, de sa vie personnelle, qui s'est mise derrière la recherche. Donc c'est très bien, ça rend hommage. Alors, ça fait prendre conscience du regard très dur que la société a porté sur les jeunes gens qui avaient le sida, parce qu'au début, il y a des hôpitaux où on les soigne pas. Parce qu'on dit, de toute façon, c'est des PD. Moi, je soigne pas les PD. Non, il n'y a pas que des PD. Et quand bien même. Il y en a d'autres, c'est des drogués. On les soigne pas non plus. Ben, ils ont qu'à passer au sevrage dans les hôpitaux. Donc, il y a des services où on refuse l'accès. Alors, Anthony Passeron ne dit pas, il faut aider absolument voire même encourager. Non, il a pas du tout ce regard-là. Il dit juste, quand quelqu'un est à ta porte en détresse, tu peux pas fermer la porte.
Et c'est ce qu'ont fait certaines équipes médicales. Alors la France, là on se dit quand même, c'est pas possible. La France, il y a des équipes internationales. Donc je vous dis, c'est surtout les États-Unis et la France. C'est vraiment les deux gros leaders. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, ça non, ils sont pas, soit parce que c'est pas leur préoccupation, soit parce qu'ils sont moins touchés, soit parce qu'enfin bon, ils ont pas les équipes. Donc c'est vraiment les deux grosses compétitions, c'est autour des États-Unis et la France. Alors quand je vous disais, c'est les tricheurs. Il y a des revues en anglais qui ne publient pas en temps et en heure les travaux des Français pour permettre aux Américains de gagner du temps sur le terrain et de publier leurs propres travaux conjointement. C'est de la triche. Alors c'est pas la perfide Albion parce que c'est les États-Unis, mais moi j'ai trouvé ça incroyable parce que il y a une guerre d'argent derrière. C'est-à-dire que le premier qui va mettre au point, c'est les laboratoires de son pays qui vont pouvoir en bénéficier. Donc il y a vraiment un acharnement à la lutte. Et puis alors des choses aussi. Alors les Américains, enfin les États-Uniens, donc il y a des conférences qui sont données, donc tout le monde expose ses travaux, voilà, en anglais. Et les Français, qui sont vraiment sur le même niveau de compétence et tout ça. Il y en a pas un qui parle anglais correctement. Donc les conférences, personne ne comprend rien, tout le monde bâille, tout le monde s'ennuie, il y en a qui s'en vont avant la fin, parce que c'est fait dans un mauvais anglais. Je me dis, mais avoir des génies scientifiques comme ça, ils peuvent pas apprendre un peu d'anglais? Ou avoir, je sais pas, un système. Mais, ouais. Mais dans les années 60, voilà, dans les années 70, voilà, ça se faisait pas, et on se dit quand même, on passe à côté de tout un tas de choses parce que y a pas un traducteur mais enfin, faut trouver aussi un traducteur qui connaisse le vocabulaire technique. Voilà, donc c'est passionnant, passionnant. On a donc ces deux récits parallèles entre la montée du drame dans la famille d'Anthony Passeron et dans la société de l'époque, et la montée en puissance des recherches médicales. Et alors à la fin, il dit que maintenant ça a l'air d'être un fait acquis, la trithérapie, bon tout ça. Donc il revient surtout, alors il parle de Foucault, il parle de tout un tas de gens qui sont morts du sida dans les hôpitaux. Maintenant ça a l'air, la trithérapie, ça a l'air d'être quelque chose de plutôt bien supporté par les malades et qui amène au moins de la rémission, si ce n'est de la guérison. Mais on oublie trop facilement qu'il faut continuer à être vigilant. Donc c'est aussi un livre qui s'adresse à une génération qui a peut-être perdu l'idée de la gravité de cette maladie et qu'elle n'est pas éradiquée. Elle est en sommeil, mais elle n'est pas éradiquée. Donc voilà, Les enfants endormis d'Anthony Passeron aux éditions Globe. Je vais alléger un peu l'atmosphère parce que sinon j'ai peur de vous perdre. Ah, mais il y en a pas tant que ça qui vont alléger. Si, alors il y a celui-là, Sandrine Colette. Sandrine Colette, On était des loups, aux éditions Lattès. Alors Sandrine Colette faisait surtout jusqu'à présent des romans policiers. Et puis elle a décidé que elle passait à autre chose, comme Pierre Lemaître d'ailleurs, ils veulent plus écrire de romans policiers. Maintenant ils sont entrés dans ce qu'on appelle la blanche, la littérature. Voilà. Mais ça reste quand même un roman, au départ il est sombre quand même, je veux dire, pas un polar, mais... Et c'est un roman lumineux, c'est très beau. Alors, c'est l'histoire c'est dans un milieu un peu survivaliste. Il y a un couple avec un enfant qui est parti vivre dans les montagnes, avec un minimum, enfin bon. Et puis un jour, le mari revient, et devant leur cabane, sa femme a été tuée par un ours, et leur petit garçon, qui doit avoir 6 ans, est pétrifié à côté. Donc visiblement, la femme s'est jetée devant l'ours pour protéger l'enfant. Et elle l'a payé de sa vie. Et l'homme, il est effondré. Parce que c'est l'amour de sa vie, cette femme. Et donc, lui, il voit que ça. Il se rend compte que cette vie-là ne peut pas convenir à un enfant. Alors, il le savait, il n'en voulait pas d'enfant, mais c'était elle qui avait voulu. Et il se dit que c'est pas possible, il pourra pas le protéger, il pourra pas... Puis il pense qu'il pourra pas l'aimer comme l'aimait sa mère. Donc, non, c'est pas bien.
Alors il l'emmène à cheval et ils vont aller chez une tante parce qu'il a décidé qu'il allait confier cet enfant à une tante pour un temps indéterminé. Voilà. Donc ils partent et c'est quand même une longue chevauchée parce qu'ils sont loin de tout. Enfin bon. Et puis ils arrivent dans la famille du père. L'enfant il est quand même relativement mutique, mais il faut dire qu'il a quand même un traumatisme violent et on peut pas dire que le père soit d'un réconfort extraordinaire. Ils arrivent dans la famille, et puis on commence à discuter de ça, et puis au bout d'un moment, la famille dit, tu nous confies pas un enfant, tu l'abandonnes. Nous, on peut pas justifier ça. On n'est pas là pour un abandon d'enfant. Donc, tu ramènes ton petit, et puis t'essayes de t'y prendre autrement, mais ça, c'est pas possible. Alors, il est furieux, il repart avec le gamin, donc ils se refont toute la chevauchée. Mais il n'avait pas prévu les vivres pour les deux, aller et retour. C'est donc un roman d'aventure. C'est ce que les Américains appellent du nature writing, c'est-à-dire les écrivains du grand, alors aux États-Unis c'est du Grand Ouest sauvage. C'est la même qualité. Vraiment, ça se passe pas aux États-Unis. Ça pourrait se passer dans les Alpes. Ça pourrait se passer. Et alors, la magie de l'écriture de Sandrine Colette, c'est très fort. L'évocation des personnages, l'évocation des paysages, c'est très beau. Et le roman n'est pas si noir que ça. Je vais juste vous en lire un tout petit extrait. Voilà. La montagne est pleine de silence. C'est pareil juste après les tempêtes, quand tout se tait. Les insectes, les oiseaux, le monde, il n'y a plus un bruit. Tout ce qui est vivant attend de voir si c'est fini, bien fini, avant de ressortir. Des fois qu'une tornade se relève sans prévenir, alors il vaut mieux patienter, au point où on en est. Des moments comme celui-là, ça sert à se poser avant de repartir dans la course, et à se dire qu'on a eu de la chance, on est toujours là. Ça n'était pas gagné, bon sang. C'est le temps de reprendre ses esprits, parce qu'on s'est fait salement secouer, et il y a encore le choc et une sorte d'incrédulité, et après seulement, on passera qu'on est passé pas loin. Mais on est passé quand même. Et on se mettra à rire. Voilà. Donc c'est des phrases comme ça, avec peu de ponctuation. Donc c'est assez fluide. Ça se lit bien. Et c'est très beau. Et les descriptions des paysages sont super. Et les descriptions de personnages aussi. Vraiment. Donc Sandrine Colette, On était des loups, chez Lattès. Alors Olivier Adam, Dessous les roses, chez Flammarion. Alors Olivier Adam, c'est un de mes chouchous. Donc il a des atmosphères souvent très subtiles, toujours un peu au bord du déséquilibre, mais jamais en déséquilibre. Voilà. C'est toujours savamment dosé. C'est le cas de Dessous les roses. C'est une fratrie. Les 3 frères et sœurs se retrouvent à la mort du père. Donc ils se retrouvent pour la maison. Et là, tout va se déclencher parce que il y a une fille et les 2 frères. Donc ils vont reparler du passé, de leur enfance, et puis je sais pas si ça vous est déjà arrivé, les souvenirs sont pas les mêmes. Chacun n'a pas vécu la même chose que les autres, et donc il y a tout un tas de non-dits exacerbés et tout ça qui vont ressortir, et c'est pas gagné. Donc c'est sur 3 jours. Donc pendant 3 jours dans ce huis clos, ça va être un peu. Alors c'est jamais avec Olivier Adam, c'est jamais glauque, mais c'est intense, vraiment intense. Alors en plus, l'un des 2 frères est écrivain et scénariste et cinéaste. Donc lui, bien sûr, il gagne bien sa vie. Lui, bien sûr, il va encore en faire un film. Il va encore tout déballer de la famille en place publique. Il va encore en profiter pour se faire de l'argent sur notre dos. Voilà, il va encore tout raconter, tout ça. Et du coup, se pose la question de la création artistique et littéraire. Est-ce que on a le droit de parler des choses qui nous touchent intimement, qui touche quelquefois notre famille? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Parce que quelquefois on change les noms, mais la famille elle se reconnaît.
Elle le sait, la mère, elle le sait bien que c'est d'elle qu'on parle quand on parle comme ça. Ah, mais parce que c'est comme ça que tu me vois, c'est comme ça que tu crois que je vous ai élevé, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Donc, c'est cette difficulté-là, et je trouve que c'est vraiment bien qu'il en parle bien, et c'est intéressant. Alors, je vous dis juste, parce que moi, ça m'a fait penser à Annie Ernaux. C'est pas la seule. Il y a beaucoup d'écrivains qui se prennent eux-mêmes comme matériaux de leur propre écriture et de leurs propres observations. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller observer quelqu'un, ils vont s'observer eux-mêmes parce que c'est eux qui le mettent en scène et qui le voient comme ça. Et donc Annie Ernaux a juste écrit dans La Place: d'avoir vécu une chose, quelle qu'elle soit, donne le droit imprescriptible de l'écrire. Voilà. Donc c'est la conclusion d'Olivier Adam, puis c'est un peu la mienne aussi, parce que on peut pas empêcher les gens qui ont vécu. La fiction, elle n'est pas faite que de choses inventées. Elle a aussi un matériau au départ qui est quelquefois vécu. Donc voilà, Olivier Adam chez Flammarion. Il y en a quand même plus qui sont sombres. Alors, du coup, non, je vais en garder un très gai pour la fin. Alors, je vais prendre Valentine Gobi. Il n'est pas triste. Valentine Gobi, elle a quand même écrit beaucoup de romans pour adultes, des romans jeunesse. Voilà. Il y avait notamment chez Actes Sud déjà Kinderzimmer. C'est un roman qu'elle avait consacré à ces chambres, à ces nurseries dans les camps de concentration. Voilà, où les bébés avaient 90 jours, s'ils survivaient aux 90 premiers jours, ils avaient des chances de mourir après, l'autre chose, mais ils avaient passé les premières étapes. Donc là, on n'est pas dans ce contexte-là. C'est l'histoire d'un petit garçon, Vadim, qui est émigré juif russe, parce que c'est quand même pendant la période de la guerre. Il est émigré juif russe avec ses parents à Paris. Et Vadim est asthmatique. Donc il faudrait, et en plus les lois anti-juives se sont durcies. C'est-à-dire que les commerçants juifs sont obligés de fermer boutique. De toute façon, sinon elles sont fracassées. C'est le port obligatoire de l'étoile jaune, voilà. Donc Vadim, lui, il est plus ou moins au courant, mais pas trop. Et comme il est asthmatique, ses parents décident, avec la complicité de leurs voisins, de faire partir Vadim en montagne, à la montagne, où il pourra se requinquer au niveau des bronches. Donc, mais comme il est juif, il peut pas bouger. Donc, la dame qui les aide va lui donner les papiers de son propre fils, en disant, mais voilà, c'est des vrais papiers, ils ont le même âge à peu près, donc il pourra partir, Vadim pourra partir avec les papiers de mon fils. Je connais une pension où il sera bien à la montagne, où on s'occupera bien de lui, et puis après, on verra, peut-être que la guerre sera finie d'ici là, et que, voilà, Vadim pourra revenir. Donc Vadim va devenir Vincent. Donc il faut qu'il s'habitue à sa nouvelle identité. Au début, il y a un peu un décalage. Donc il va arriver en montagne, dans un refuge, enfin dans une pension, et comme c'est en altitude, voilà, d'où le titre l'île haute, parce que tout le village est en altitude. Et Vincent, Vadim, c'est la première fois qu'il va à la montagne. Il n'a jamais vu la montagne. Donc, et puis tout d'un coup, il mange bien, tout d'un coup, il respire mieux, il a même plus besoin de sa ventoline. Il a plus de crise la nuit qui le réveille, qui l'empêche de dormir. Vraiment, ça va de mieux en mieux. Et c'est un roman très beau, très beau. Alors Valentine Gobi, d'abord c'est un style très doux, très poétique, même dans les moments très noirs et très sombres, dans Kinderzimmer par exemple, où elle avait parlé de l'entraide de toutes ces femmes pour sauver des petits bouts de tissu qu'on allait coudre pour faire des vêtements pour le bébé, pour celles qui avaient, il y en avait une qui avait perdu son bébé, donc récolter un peu de lait maternel pour donner au petit bébé. Donc même dans les moments les plus sombres et les plus tragiques de l'histoire, elle arrive à trouver ces moments d'espoir et ces moments de soleil, voilà, dans la tourmente. Et là c'est pareil.
Donc le petit Vadim va apprendre à marcher dans la neige, il va apprendre à vivre avec les autres, il va apprendre à ne plus avoir d'asthme, puis il va apprendre ce que c'est que la montagne. Ben moi j'ai été savoyarde, ben je vous assure que j'ai découvert la montagne, une autre montagne, avec Vadim, enfin avec Vincent. Je vous en lis juste un tout petit bout. Il n'a jamais quitté la ville. Il n'a même pas de montagne intérieure. Il n'a pas lu de romans, vu de films, entendu de légendes. Nulle montagne n'a habité ni sa vie, ni ses rêves. Son cerveau n'a formulé aucune hypothèse. Le réel n'a pas de fantasme à contredire. S'il tend les mains, Vincent peut d'un coup masquer le relief. Il n'a pas idée de la distance ni de la hauteur. À Paris, il connaît une montagne, la montagne Sainte-Geneviève. Elle culmine à 61 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et s'il ignore ce chiffre, il a des yeux pour voir et il comprend, figé devant la cabane dont la porte claque doucement derrière lui, que les mots ne sont pas sûrs, ils ne sont que des indices. Sainte-Geneviève, et ça, ce n'est pas le même monde. Il a changé d'échelle. Voilà, donc c'est un roman lumineux, très beau. Voilà. Et qui devrait, donc Valentine Gobi, L'île haute, chaque sud. Difficile. Alors c'est un roman qui est un petit peu épais, mais qui se lit vraiment comme parce qu'on veut savoir ce qui arrive à ce petit Vincent et puis à toute cette solidarité des gens autour, parce que lui il est dans un établissement, dans une espèce de ferme, une institution, mais il sait pas là où tout le monde l'appelle Vincent, mais il sait pas si les gens qui sont là connaissent sa vraie histoire. Alors il ose rien dire, il ose pas, voilà. Donc c'est bien, c'est très bien. Alors, L'homme peuplé, de Franck Bouys, c'est un roman un peu plus sombre aussi, paru aux éditions Albin Michel. Voilà, donc c'est l'histoire d'un écrivain, Harry, qui a écrit un livre, un premier roman, qui a eu un succès phénoménal. Donc il est riche, mais plus d'inspiration. Alors il tourne un peu en rond, c'est l'angoisse, puis en plus le deuxième roman, tout le monde sait qu'on vous attend à la publication, parce que il y a une exigence de faire bien. Donc sur un coup de tête, il achète une ruine, une vieille maison, alors au fin fond, je sais pas, du Massif central, sans doute, avec un climat un peu austère, un paysage un petit peu lunaire comme ça, et puis avec beaucoup de brume. Il s'installe là, et puis en espérant que au moins dans la tranquillité et le calme, sans la pression médiatique et tout ça, sans la pression de son éditeur qui lui dit alors t'en es où, t'as écrit combien de pages, voilà. Il espère que ce sera propice à écrire. Et à ce moment-là, il se passe avec le voisin qu'il ne voit pas, qui est de l'autre côté de la combe. Et comme il y a souvent beaucoup de brouillard et de brume, il voit pas distinctement. Il y a des bruits, il y a des mouvements, il y a tout un tas de choses. Donc je peux pas trop en dire, c'est la difficulté de résumer ce livre, parce que tout est dans l'ambiance, tout est dans l'atmosphère. C'est un roman à deux voix aussi, qui se répondent, qui se font écho. C'est pas du policier, même s'il y a un suspense très fort, c'est un roman d'ambiance. Voilà, au milieu de la brume. Alors ça, c'est à lire en hiver, quand vous avez un plaid, une tasse de thé fumante, et puis que vous êtes bien installé chez vous. Un très beau roman. Un petit peu plus léger. Alors celui-là ne fait... Ah si, je l'ai fait rajouter à Leïla. Il ne fait pas partie de la rentrée littéraire de cet automne. Il est paru en janvier. Voilà. Mais, Jeanne Benhammer. Mais c'est tellement beau que faut pas passer à côté. Il faut vraiment pas passer à côté. Donc ça s'appelle La patience des traces de Jeanne Benhammer chez Actes Sud. C'est l'histoire d'un psychanalyste qui un jour se lève, il habite dans une maison au bord de la mer, alors probablement en Bretagne, enfin bon. Un jour il se lève, il va pour déjeuner et il laisse tomber la tasse qu'il a dans les mains, sa tasse préférée, sa tasse chouchoute, et elle se casse. Alors là, il dit que c'est bon, sa vie à lui aussi vole en éclats,
il va partir. Donc il ferme le cabinet et puis il prend un billet d'avion pour une île inconnue du Japon, une toute petite île où il n'y a pas beaucoup de tourisme parce que lui il n'a pas envie de se promener, de faire les magasins, de regarder les choses. Il veut retrouver la paix. Donc il arrive, il a loué une chambre chez un vieux couple. Et lui, le monsieur, un monsieur un peu âgé, il est céramiste. Et sa spécialité, c'est une spécialité japonaise qu'on connaît pas forcément ici, c'est de recoller les morceaux avec de l'or. Voilà. Et il en fait du coup un objet à nouveau dont on peut à nouveau se servir, mais qui est différent, le même mais différent. Et c'est tout à fait ce qu'il faut à notre héros. Il faut recoller les morceaux et que ce soit le même mais un peu différent. La femme de ce monsieur, elle collectionne des tissus anciens et précieux. Alors des kimonos, mais pas que des kimonos, d'autres. Donc elle va lui parler. Avec eux, il va découvrir la beauté de ces céramiques qu'on répare et la beauté de ces tissus qu'on trouve plus forcément comme ça. Et il y a une très belle relation qui va s'installer entre ces trois personnes. Et alors, sans vous dévoiler la fin, je peux vous dire que c'est un roman qui apaise. Lui, il va trouver enfin un côté, comment dire, apaisé. Et nous aussi. Moi, je vous assure, ça m'a fait du bien. Pourtant, j'ai pas cassé de tasse, mais je trouve que c'est un bien-être dont on profite. C'est comme de respirer un grand bol d'air frais. Enfin, voilà. C'est très beau. C'est pour ça que c'est dommage de passer à côté alors qu'il est à la médiathèque, peut-être moins emprunté que... J'ai vérifié tout à l'heure, ils sont tous sortis. Toutes les médiathèques du réseau, il y en a 4 sur le réseau, ils sont tous dehors. Mais pas réservés, donc vous avez la possibilité de le réserver. Voilà. Ou de l'acheter. Donc ne passez pas à côté, parce que c'est un beau roman. Alors Viola Ardone, Le Choix, aux éditions Albin Michel. Alors elle a écrit Le Train des enfants, qui est un livre sur la déportation d'enfants juifs d'Italie. Un très beau roman, très prenant. Là, c'est autre chose. Ça se passe dans le sud, en Sicile, dans les années 60. Le ton est donné très rapidement. En Sicile, il y a une règle qui dit que quand une jeune fille est déshonorée, alors vous entendez par là violée, quand elle est déshonorée, il faut qu'elle épouse celui qui l'a déshonorée. Donc je vous laisse imaginer ce que c'est que d'épouser son bourreau. Voilà. Mais c'est comme ça. Sinon, elles sont vraiment complètement déshonorées. Voilà. Donc c'est le moyen de se racheter. Et alors, c'est ce qui arrive à notre héroïne, elle est déshonorée, sauf qu'elle, elle dit non. Non, non. Alors qu'il est beau. Il est beau, il est riche. Donc, à la limite, sa mère comprend pas. Elle dit, ça pourrait être pire. Oui, bien sûr que ça pourrait être pire. Mais elle a quand même pas envie. Donc voilà. Donc c'est l'histoire de cette rébellion, de ces femmes qui prennent conscience dans un pays où c'est pas donné facilement aux filles, de se révéler plus forte que ce qu'on pourrait penser, et elle va y arriver. Voilà. Alors, une des phrases, c'est « Une fille, c'est comme une carafe. Qui la casse, la ramasse. » dit toujours ma mère. Voilà. Donc, c'est un très beau roman. Alors, c'est pas un roman féministe dans la mesure où ça prône pas c'est un roman pour libérer les femmes de cette emprise familiale, de cette emprise sociale, et pour dire, oui, c'est dur, c'est pas donné, c'est pas gagné, mais faites-le. Voilà, faites-le. Donc c'est très très beau, puis c'est prenant. On est avec cette jeune femme, on la suit, on est avec elle vraiment. Alors Petite sœur de Marie Nimier. Alors Marie Nimier, elle a déjà 15 romans à son actif chez Gallimard. Alors elle a eu notamment La Reine du silence, qui avait eu le prix Médicis en 2004. Et puis elle écrit aussi beaucoup de textes pour la scène. C'est pas que des romans. Alors je reconnais que je n'avais rien lu des 15 romans de Marie Nimier. Donc je me suis dit, allez, j'essaye. Alors, et ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu. Alors, c'est l'histoire d'Alice, qui a la trentaine, et qui, alors,
elle voudrait écrire, elle aussi, pour faire une espèce de thérapie. Sa tante lui dit, tu devrais écrire ce qui te passe par la tête. Tu vas voir, ça libère, ça fait du bien. Donc elle décide de partir, de changer de ville, d'aller ailleurs. Elle tombe sur une annonce. Un monsieur doit partir en Amérique du Sud ou en Inde pour son boulot. Et donc il veut pas laisser son appartement. Donc il cherche un ou une occupante pour son appartement. Il lui demandera qu'un tout petit loyer. En échange, il faut nourrir la plante carnivore. Mais il a acheté aussi un flacon de mouches, donc ça va bien. Et il faut nourrir le chat. C'est un chat un peu sauvage, un peu particulier. Donc elle dit, ben voilà, parce que son gros chagrin à cette jeune Alice, c'est qu'elle vient de perdre son frère jumeau, Mika, diminutif de Michael, et qu'elle n'arrive pas, elle n'a pas pu aller à son enterrement, elle peut pas surmonter son deuil, et donc il faut l'exprimer peut-être différemment. Donc elle part chez ce monsieur, et puis effectivement ça se passe. Alors ça pourrait être une ville, c'est une ville avec un fleuve, ça pourrait être Rouen, voilà. Et donc elle va essayer d'écrire. Donc il y a beaucoup de papiers qui partent à la poubelle, mais quand même petit à petit, elle essaye d'écrire. Et petit à petit, nous on se rend compte qu'il y a quand même un drame dans la vie d'Alice, et que effectivement il faut qu'elle s'en libère et qu'elle l'exprime. Et donc on va l'accompagner sur le chemin de son écriture, à la course-poursuite avec le chat, la plante carnivore à qui il faut parler tous les jours. Donc elle lui lit des extraits de ce qu'elle écrit, puis la plante ne meurt pas, donc elle se dit c'est peut-être pas si mauvais finalement ce que j'ai écrit. Voilà, le chat qui refuse désespérément de revenir, et puis donc je l'ai appelé le roman de la reconstruction. Le ton est tendre et il est doux. Donc voilà, un roman qui au départ a l'air un peu peut-être un peu sombre, enfin fort, et qui est vraiment qui apporte beaucoup d'apaisement aussi. Et avec une belle écriture, donc pas un roman futile. Lui, c'est un premier roman aussi, me semble-t-il. C'est un premier roman, voilà. Alors, elle s'appelle Paulina Panasenko, c'est aux éditions de l'Olivier, et le titre c'est Tenir sa langue. Alors, Paulina, elle est arrivée de l'ex-URSS avec ses parents. Elle est arrivée en France, et puis pour des questions administratives, d'intégration, elle devient Pauline Panasenko. Donc elle va mettre en parallèle Pauline et Paulina, parce que maintenant elle se bat pour récupérer son prénom russe. C'est Paulina. Ce serait imprononçable. On pourrait comprendre mais entre Pauline et Paulina, honnêtement, c'est pas... Donc elle se dit, mais pourquoi avez-vous modifié mon nom sans me demander? Bon, elle était petite. Alors le père lui dit, mais c'est plus facile pour ton intégration. Il dit, non, j'ai pas besoin de ça. Moi, je m'intègre très bien. J'ai des amis, je fais des études, j'ai pas besoin de changer de nom pour mieux m'intégrer. Voilà, donc on va suivre Paulina. Alors c'est drôle, c'est très drôle. On va suivre Pauline, qui raconte tout un tas de choses, parce que donc dans la famille, personne ne parle le français. Donc il va falloir commencer à apprendre. Alors comme elle est petite, elle apprend un peu plus vite. Alors par exemple, il y a des choses qui sont cocasses. Alors elle entend que les gens, quand ils se saluent, ils se disent « Bonjour, ça va ?» Or, en russe, « ça va », c'est un hibou. Donc elle comprend pas. Puis elle est toute petite. Alors elle comprend pas pourquoi on dit... Mais comme elle est polie, alors elle dit « Bonjour, ça va ?» Mais voilà, au fond d'elle, elle se dit qu'il y a quand même des choses qui sont très surprenantes. Et puis il y a aussi la façon d'entendre les mots chez les autres quand on a soi-même un accent, une langue. Il y a des déformations qui se font, on n'entend pas forcément pareil. Alors elle dit par exemple qu'elle va faire des courses parce que la famille est arrivée à Saint-Étienne, dans la Loire. Donc elle écoute les choses, puis il y a un moment, elle dit qu'elle fait ses courses. Alors,
Attendez que je retrouve. Non, je ne l'ai pas noté. Alors, elle fait ses courses à Auchan, Centre-Dieu. Auchan, Centre-Dieu, parce que c'est comme ça qu'elle l'a entendu. Et puis, comme elle connaît pas bien les mots, elle le rapproche, en fait, de ce qu'elle connaît un petit peu. Donc, voilà, tout est ébaillé comme ça de choses légères, drôles, mais qui, en même temps, font comprendre pourquoi il faut pas lui prendre son prénom, ni lui prendre sa langue, que c'est... Alors, il y a un passage sur la langue, je sais pas si je l'ai noté. Alors, c'est... Voilà. Au début, je pensais que parler français sans accent, ça voulait dire parler sans qu'on sache que je suis russe. Sans qu'on puisse me demander d'où je viens et ce qui m'amène. Mais à Saint-Étienne, on peut parler français sans accent et avoir l'accent quand même. À Saint-Étienne, l'accent, ça veut dire l'accent stéphanois. On peut le cumuler. Stéphanois plus russe. Stéphanois plus russe plus banlieue. Il y a aussi le parler gaga. Le parler gaga, pendant longtemps, je ne savais pas que ça se cumule. Je ne savais pas qu'en dehors du Forez, personne n'est berchu quand il lui manque une dent. Français sans accent, ça veut dire français accent TV. Personnage principal. Accent Laura Ingalls et Père Castor. Accent Jean-Pierre Pernaut et Claire Chazal. Prendre l'accent TV, c'est renoncer à tous les autres. Pas de cumul possible avec l'accent TV. Une fois que tu parles comme aux 20h, tout autre accent devient un à côté, un 5 à 7. Pour s'encanailler comme au bon vieux temps, mais rien de plus. Un accent qui revient sans qu'on l'appelle, c'est gênant, comme Don Juan qui tombe sur Dom Elvire. Coup d'œil autour pour vérifier que personne n'a vu. L'accent qui revient malgré toi, on le remarque, et on se moque. T'as l'accent qui pointe. Voilà. Donc le ton est donné, tout le récit est comme ça, en apparence très léger, très drôle, mais avec une profondeur dans l'histoire et dans le texte. Donc voilà, je vous avais dit que ce serait voilà, décrescendo. Donc, je les ai apportés pour que vous puissiez les feuilleter.